Bien, mesdames, messieurs, nous allons reprendre nos travaux. Et les deux orateurs suivants étant deux collègues, oui, bien sûr, étant deux collègues du collège, professeurs au Collège de France, je ne vais pas vous les présenter longuement et je vais donc immédiatement passer la parole à Marc Fontcave en le remerciant d'avance pour son intervention, puisque le CO2 de ce matin va sans doute trouver une voie d'exploitation. Merci. Oui, c'est vrai que Régis Réau a évoqué sur certains sujets des questions que je vais discuter aussi un peu. Donc merci aux organisateurs de ce colloque d'avoir posé la question de la nécessaire innovation pour la transition énergétique. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous présenter quelques grandes lignes de recherche et d'innovation en la matière. Évidemment, tout le monde ici, sans doute, et ailleurs, s'accordera pour dire la nécessité de changer nos modes de production et d'utilisation de l'énergie pour répondre à tout un tas de nouveaux défis que l'humanité doit affronter. Celui des émissions de gaz à effet de serre, celui du changement climatique, celui de l'indépendance énergétique aussi, et enfin, ce n'est pas rien, celui de la précarité énergétique. Parce que sur la planète, nous ne sommes pas les seuls et d'autres ont beaucoup moins accès à l'énergie. Donc effectivement, on peut appeler ça une révolution énergétique. Le problème, c'est que son avènement constitue un immense défi pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une question mondiale qui ne peut pas être traitée à l'échelle d'un seul pays et l'on mesure tous les jours. Le dernier exemple est malheureusement le énième échec du énième sommet organisé fin septembre par Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Donc on peut mesurer la difficulté à coordonner une action mondiale, chaque pays ayant évidemment ses propres contraintes économiques, politiques, sociales, etc. Et donc, les émissions de CO2 continuent à augmenter. Vous voyez les chiffres ici. D'abord avec ce parallèle maintenant bien établi de montée du CO2 et de montée des températures. Voilà les derniers chiffres, à peu presque 3% d'augmentation encore au niveau de la planète, avec des contributions encore très très fortes, notamment de la Chine et de l'Inde, malgré leurs premiers efforts, et des États-Unis, vous voyez, des augmentations sérieuses. Seule l'Europe a vu cette année une diminution de ses émissions de gaz à effet de serre, de CO2. Alors, je rappelle à nouveau que la France ne représente que 1% des émissions de CO2. En réalité, pour être précis, 1,7% si on tient compte des émissions cachées, c'est-à-dire celles qui correspondent à des biens consommés mais qui sont fabriqués ailleurs. Et quand je disais que l'action est mondiale, c'est évident que toute action qui serait limitée à la France, faire disparaître 1% n'aurait aucun impact sur le climat. J'en profite, parce que c'est un élément qui me semble extrêmement important dans les choix politiques, c'est que si la France est d'une certaine façon championne en la matière, ce qu'on peut voir sur ce graphe, nous le devons au fait que nous avons une électricité presque totalement décarbonée. Grâce à notre hydroélectricité, mais surtout grâce à notre production d'énergie électrique nucléaire. À 95%, vous voyez, on peut difficilement faire mieux et le risque est grand de faire plus mal. Alors, je voudrais quand même rappeler cela. Ce graphe, il montre assez clairement une magnifique corrélation. Les champions en matière d'émissions de CO2, ce sont la Norvège, la Suisse, la Suède, la France. Ici, vous voyez, c'est la courbe en bleu. Ce sont les émissions de CO2 en kilogrammes par kilowattheure d'énergie produite. Et la corrélation, c'est que ceux-là ont une électricité qui est à base
d'hydroélectricité, comme en Norvège, ou d'hydroélectricité et de nucléaire, et la France étant assez unique en termes de production d'électricité nucléaire. Et évidemment, vous comprenez très bien que plus on va vers la droite, où l'on a de plus en plus de contributions des énergies fossiles, et plus on a une augmentation des émissions de CO2. C'est le cas de l'Afrique du Sud, de l'Inde, la Chine et jusqu'à l'Allemagne. Je dirais que, malheureusement, à la lumière de cette réalité-là, la politique énergétique française, qui vise presque exclusivement à diminuer la part de l'énergie nucléaire, semblant ne pas tellement tenir compte de l'impératif climatique, est assez incompréhensible et peut conduire, malheureusement, à carboner notre électricité plutôt que la décarboner. Alors, ceci ne va pas dans le bon sens, et je dirais que le dernier avatar en la matière est, de mon point de vue, la très mauvaise décision du gouvernement d'arrêter le projet Astrid de réacteurs à neutrons rapides. Cela aura un impact très négatif sur le recyclage des matières radioactives et sur l'avenir de la filière nucléaire française. La deuxième contrainte, c'est évidemment l'accroissement continu de la population mondiale, déjà aujourd'hui autour de 7,5 milliards d'habitants, et bientôt, en 2050, presque 10 milliards. Cette croissance, qui est évidente, et l'accès à l'énergie de populations aujourd'hui sans électricité, sans énergie, presque 1 milliard sur la planète, appelle évidemment une croissance qui risque d'être massive, enfin qui sera massive, de la production et de la consommation d'énergie. La troisième difficulté en découle, c'est ce qu'on voit sur la droite, ce sont les quantités d'énergie à fournir dans le proche avenir seront colossales. Quelques chiffres pour illustrer le problème. Ici, vous voyez que on est aujourd'hui à 17 terawatts de puissance, on peut anticiper presque un doublement d'ici 2050. Mais quelques chiffres pour montrer, je voudrais ici donner quelques exemples pour montrer un peu l'ampleur de la tâche. Si vous voulez, pour éviter qu'en 2050, la température ne dépasse pas 2 degrés, une sorte de limite qui semble être, qu'il vaudrait mieux ne pas dépasser. C'est-à-dire quand la planète, mettons 2050, consommera quelque chose comme une trentaine de térawatts de puissance, il faudra, c'est ce que montrent les calculs, environ 12 térawatts de puissance décarbonée. Aujourd'hui, on en est à 3. Vous faites la différence, pas très compliqué, 12 moins 3, 9. Ça veut dire qu'il faut apporter d'ici 2050 à peu près 9 terawatts de puissance décarbonée. 9 terawatts, c'est à peu près 9000, c'est l'équivalent, si je prends 1 gigawatt pour une centrale nucléaire, c'est à peu près 9000 centrales nucléaires. Ça veut dire qu'il faudrait construire 300 centrales nucléaires par an, c'est l'équivalent. Vous savez qu'il y en a à peu près sur la planète 430, 438. Alors évidemment, qu'on ne se méprenne pas, je ne dis pas qu'il faut répondre à cette demande en construisant 9000 centrales nucléaires sur la planète, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur de ce qui nous attend. Un autre exemple sur les énergies renouvelables. Évidemment, on souhaite un accroissement massif de la contribution des énergies renouvelables. Soleil et vent, pour l'essentiel. Alors, comme vous le savez, l'intermittence de ces énergies, qu'on peut voir ici, ici vous voyez, c'est la production d'électricité en bleu éolienne et en orange solaire en France en 2013, et vous voyez les grandes variations. Donc il y a plusieurs conséquences néfastes de l'intermittence de ces énergies et qui constituent évidemment des freins sérieux à leur croissance. Bon, d'abord, il faut installer, et ça c'est la conséquence directe de l'intermittence, il faut installer beaucoup plus de capacités de production que celles qui seront réellement utilisées. Vous voyez, en moyenne en France, le facteur de charge, qui est le rapport entre la puissance produite et la puissance installée, n'est que de 20% pour l'énergie éolienne et de l'ordre de 15% pour le solaire. En passant, c'est 4 à 5 fois plus faible que, 4 à 5 fois plus faible que le facteur de charge nucléaire.
D'autre part, pour exploiter ces énergies renouvelables le plus efficacement possible, et ça c'est un point extrêmement important, il faut absolument mettre en place des capacités de stockage d'énergie. Vous comprenez bien pourquoi, parce que ces capacités de stockage vont permettre de conserver les excès d'énergie solaire quand il fait beau ou le jour, et d'énergie éolienne quand il y a du vent, pour les utiliser dans un second temps, évidemment la nuit ou les jours sans vent, faute de quoi cette énergie est perdue, et dans ce cas-là, il faut se rabattre sur autre chose, et si ce n'est pas le nucléaire, ça sera les énergies fossiles. Et ces capacités de stockage, aujourd'hui, nous ne les avons pas. Voilà, je vais faire un petit calcul pour vous montrer là aussi, je ne vais pas faire ça tout au long de ma présentation, mais c'est intéressant d'avoir quelques ordres de grandeur. Je vais faire l'hypothèse suivante, elles sont relativement simples, je prends la production électrique française d'aujourd'hui, à peu près 550 TWh par an. Je fais l'hypothèse qu'on a atteint les 50% de contribution nucléaire, qui est l'objectif qui avait été fixé sous le quinquennat de François Hollande et qui a été confirmé par celui d'Emmanuel Macron. Je rajoute les 75 TWh par an d'hydroélectricité, c'est à peu près la valeur actuelle, et c'est aussi la valeur actuelle des 6 TWh par an par la biomasse, pour simplifier. Eh bien, si on fait le calcul aussi très simple, on voit qu'il y a 194 TWh par an à trouver. Et je fais l'hypothèse, et c'est ma deuxième hypothèse, que cette énergie est à 100% fournie par les énergies renouvelables. Et donc vous voyez là que je n'ai pas d'énergie fossile. Mais les calculs, alors qui sont plus compliqués, montrent que dans ce cas-là, il faut absolument une quantité de stockage qui est de l'ordre de 14 TWh par an. Et 14 TWh par an, ça correspond à peu près, alors vous voyez là je ne prends pas le nucléaire, mais je prends les barrages, ça correspond à peu près à 400 barrages de Grand Maison. Le barrage de Grand Maison, c'est le plus grand de France. Et en France, il y a la place pour un seul barrage, d'ailleurs c'est celui de Grand Maison, et il est déjà occupé. Donc vous voyez que là aussi, il y a des enjeux qui sont considérables. Alors, tout ça explique sans doute en partie le problème, c'est-à-dire que alors que la part du solaire et de l'éolien a quadruplé dans la consommation énergétique mondiale entre 2000 et 2017, et c'est véritablement insuffisant, la demande d'énergie primaire satisfaite par les ressources fossiles, pétrole, gaz, charbon, est toujours de 81% en 2017, elle était de 80% en 2000. Donc elle a même augmenté, vous voyez. Voilà, ça ce sont les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie. Alors voilà pourquoi une révolution énergétique prendra beaucoup plus de temps que ce que d'aucuns tentent de nous faire croire, parce qu'il n'y a pas de solution simple à chacun des problèmes que nous avons à résoudre, et parce que justement ça nécessite encore plus de recherche et d'innovation technologique. Voilà, nous avons à faire une révolution technologique, et une révolution technologique, j'ai du mal à penser qu'elle se décrète, elle ne se décrète pas, notamment en fixant une date de péremption du monde ancien. Elle se fait au rythme justement des découvertes scientifiques, de la recherche, de l'innovation. Et nous avançons, mais nous n'y sommes pas encore. Et je crois à nouveau que, et ce ne sont pas les injonctions des uns et des autres, les manifestations, certes lanceurs d'alerte, qui nous permettront, qui résoudront les problèmes scientifiques et technologiques qui sont réels et complexes, sans parler évidemment des problèmes économiques, sociaux non moins complexes, et les problèmes aussi de coordination des différents acteurs à l'échelle locale, nationale et bien sûr mondiale. Alors, est-ce qu'il faut être pessimiste ? Je ne crois pas. La situation est trop grave pour l'être. Il faut, je crois, croire un tout petit peu en la science et la technologie, en la capacité de l'homme. Nos ingénieurs, nos chercheurs, on a vu de très beaux exemples hier et avec ITER, aujourd'hui avec le CERN. Voilà, nos ingénieurs et nos chercheurs de résoudre
des questions dont dépend sa survie, y compris pour régler les problèmes que l'homme crée lui-même. Voilà. D'une certaine façon, c'est mon cas, j'essaye d'être optimiste, et puis c'est aussi le sens de mon engagement ici au Collège de France, comme celui des jeunes chercheurs absolument formidables de mon laboratoire, qui est venu du monde entier pour résoudre justement des problèmes de stockage d'énergie. Voilà, je voudrais juste citer une interview très très récente de Bill Gates qui dit « Le monde peut encore prévenir les pires conséquences du changement climatique en développant de nouvelles technologies et des sources d'énergie non carbonées. » Et il conclut son interview en disant « Je suis très optimiste. » Moi, j'ai dit que j'étais optimiste, je n'ai pas dit très optimiste. Je suis très optimiste pour notre avenir parce que je crois dans le pouvoir de l'innovation et parce que nous voyons pour chaque défi des gens qui consacrent leurs idées, leurs ressources et leur vie à tenter de les relever. Voilà. Un message qu'il est bon d'entendre un peu plus souvent, plutôt que celui des collapsologues qui envahissent les antennes de télévision et de radio à longueur de journée. Aujourd'hui, je crois franchement, la question n'est plus de trouver des boucs émissaires et de diviser le monde entre les bons et les méchants. Il s'agit plus simplement de dénoncer, mais de proposer, de travailler collectivement à identifier ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, d'investir massivement dans la recherche et l'innovation à travers des partenariats très forts entre la puissance publique, la finance verte, les entreprises et avancer dans des trajectoires les plus réalistes possibles. Alors je parle des entreprises parce qu'en effet, mais on est parfois obligé de le répéter, mais ce sont les entreprises qui feront la révolution énergétique, car ce sont elles qui mettront sur le marché à la fin les nouvelles technologies et de l'énergie, et c'est pour ça qu'on attend tellement d'elles. Alors concrètement, voilà les données pour la France. Si on veut répondre à cette question du CO2, ces données permettent d'identifier assez rapidement les domaines dans lesquels il faut continuer à faire des efforts en termes de diminution des gaz à effet de serre et des recherches et d'innovation dans le domaine des technologies d'énergie. Aujourd'hui, en France, les secteurs les plus émetteurs, vous le voyez ici, ce sont les transports, pratiquement pour 30%. Ensuite viennent le tertiaire et le résidentiel et l'industrie pour autour de 20%, l'agriculture, vous voyez ici, pour 16%, et la production d'électricité, voilà, je l'ai déjà dit, elle est quant à elle déjà très décarbonée. Donc à partir de là, c'est assez facile d'identifier des directions. Je ne dis pas que c'est facile de les résoudre, mais en tout cas d'identifier des directions. En voilà quelques-unes. Bien sûr, développer les énergies renouvelables. Il faut d'autres sources d'énergie que les fossiles. Et associer à ça le stockage de ces énergies renouvelables, je l'ai évoqué. Il faut décarboner l'habitat, il faut décarboner les transports. Il faut faire attention à ce que la source d'électricité soit effectivement décarbonée. Et puis j'y reviendrai, il y a la question des ressources et la grande question des nouvelles technologies de récupération et de recyclage. Ceci juste de dire pourquoi on parle de nucléaire et d'énergie renouvelable. Voilà certains chiffres, c'est à peu près ça, c'est-à-dire voilà en termes d'émissions de CO2 par kilowattheure, de grammes d'équivalent de CO2 par kilowattheure, les chiffres. Vous voyez, donc ici, on est dans les très bas de l'échelle par rapport aux énergies fossiles. Donc c'est vers là qu'il faut aller, c'est assez évident, si la question, c'est le CO2. Bon, il y aura un petit biais à ma présentation. Je suis chimiste et donc j'aurais tendance à dire, et je le ferai sans doute, que la chimie va jouer un rôle majeur dans cette révolution énergétique. Mais disons que quelles sont les différentes questions? La première question, c'est ces énergies renouvelables, il faut les transformer en quelque chose qui est utilisable. Vous voyez, si le soleil nous tombe dessus, si on n'en fait rien, à part prendre un coup de soleil, il ne se passera rien. Donc il faut les transformer. Sans doute, essentiellement en électricité. Le monde de demain sera électrique. Ça se fait à travers l'énergie, enfin le photovoltaïque, les éoliennes, le solaire thermique.
Et en fait, voilà, tous les enjeux, c'est de mettre au point des matériaux et des systèmes. Alors évidemment, bon marché, stable. L'énergie solaire est diluée. Elle est très diluée. Et donc, il faudra qu'on accepte de consacrer des surfaces, des très très grandes surfaces à la collecte de cette énergie solaire et collecter pour les convertir ensuite à l'échelle du terawatt, bien sûr. Le photovoltaïque, tout le monde connaît ça aujourd'hui. On peut anticiper que la planète sera largement couverte de panneaux photovoltaïques à l'avenir. Vous voyez la croissance continue de la production d'énergie par le photovoltaïque, qui va en parallèle avec une baisse de prix. Ici, vous ne lirez sûrement pas les détails de cette figure, mais c'est juste pour vous donner une impression de l'amélioration au cours du temps entre 1975 et 2018 des progrès fantastiques qui ont été apportés dans les rendements énergétiques de ces matériaux. Et c'est le fruit, évidemment, de l'innovation, de la recherche, et ça doit continuer parce que, évidemment, les meilleurs ici sont malheureusement à base de ressources moins abondantes, sont beaucoup plus chères. Et donc, vous voyez, si aujourd'hui les technologies de type photovoltaïque sont à base de silicium pour l'essentiel, vous voyez, presque plus que 90%, il y a des recherches très intensives sur toutes sortes de technologies dont ce n'est pas la place ici de rentrer dans le détail, mais ce qu'on appelle les couches minces, organiques, multijonctions, etc. Et donc là, il y a des travaux qu'il faut mener. Il y a énormément de laboratoires dans le monde, académiques et industriels, qui travaillent à la mise au point de nouveaux matériaux pour ces panneaux. Voilà, par curiosité, en préparant cet exposé, je me suis dit, tiens, je vais regarder dans Nature et Science, juste comme ça, par hasard, feuilleter, et voir ce qui se passe dans ce domaine. Et évidemment, il se passe plein de choses. Je veux juste... Pour un cas, j'aurais pu vous faire plusieurs exemples, mais dans ce domaine-là, par exemple, il y a une semaine ou 15 jours, un article qui montre, qui essaye de traiter la question de la durée de vie de ces panneaux photovoltaïques. Comme vous savez, un des inconvénients, c'est que, disons, c'est à peu près une trentaine d'années. Voilà, donc en travaillant sur des matériaux complètement nouveaux, c'est le domaine du photovoltaïque organique. Pour ceux qui ont fait un peu de chimie, ils reconnaissent ici des molécules organiques, et qui annoncent des durées de vie qui peuvent aller jusqu'à 10 000 ans. Vous voyez. Donc, je vous explique. Évidemment, ils n'ont pas fait la manip pendant 10 000 ans, hein, vous comprenez bien, mais je ne veux pas rentrer dans le détail comment ils arrivent à ce chiffre-là, mais c'est pour vous dire que, voilà, aujourd'hui, il faut travailler, et ce travail-là, cette recherche, elle conduit à des résultats absolument impressionnants. Stockage. Bon, il n'y a pas 36 solutions de stocker. Un grand mode de stockage, c'est ce qu'on appelle le stockage électrochimique. Ce sont les batteries. Deuxième type de stockage, c'est ce qu'on appelle le stockage chimique, c'est-à-dire transformer les énergies solaires, éoliennes, en carburant. On a évoqué l'hydrogène avec Régis Réau ce matin, mais je vous donnerai d'autres exemples. Et puis après, il y a un stockage chimique naturel. C'est la biomasse. La biomasse, c'est de l'énergie solaire stockée sous forme de carburant, de molécules organiques riches en énergie. Et donc, c'est toutes ces stratégies d'utiliser les énergies renouvelables, éoliennes ou photovoltaïques, solaires, pour transformer l'électricité qui est produite par ces dispositifs, pour les stocker dans des batteries qui peuvent être ensuite évidemment utilisées, qui peuvent redonner leur énergie, ou par production d'hydrogène, ici c'est de l'électrolyse de l'eau, qui peut être stockée et ensuite réutilisée dans des piles à combustible, des piles à hydrogène, et on en a parlé un petit peu ce matin. Alors ça, c'est une information extrêmement importante qui explique beaucoup de choses. Vous avez ici un certain nombre de molécules, mais je vais en indiquer que 2 ou 3, et de dispositifs, où vous avez ici en ordonnée la densité d'énergie volumique, et ici, en abscisse, la densité d'énergie massique. Alors, vous voyez, vous comprenez très vite que le carburant idéal, c'est, ou la forme de stockage idéale, c'est le plus d'énergie dans le plus petit volume et dans la plus petite masse. Et qui sait qu'on a
Et qui sont les champions? Évidemment, malheureusement, ce sont nos essences et pétrole et diesel préférés. Évidemment, ça explique pourquoi c'est si agréable de développer nos sociétés à partir de ces formes stockées d'énergie. Et notre perspective, au fond, c'est de travailler avec des choses beaucoup plus difficiles. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça n'est pas spontané. L'hydrogène est un formidable carburant en termes de densité massique. C'est même bien mieux que l'essence, vous voyez, 120 mégajoules par kilo. Par contre, c'est un gaz. Et donc, c'est catastrophique en termes de densité volumique. Et comme c'est un gaz, je vais le redire sans doute, mais il faut l'utiliser autrement que comme un gaz. Enfin, vous comprenez bien que si on veut faire des voitures hydrogène, il ne faut pas du gaz comme carburant, parce qu'il faudrait un camion-citerne derrière chaque voiture, en gros. Les batteries, la batterie, c'est la même chose. C'est-à-dire que, vous voyez, elles sont situées là, c'est-à-dire dans le bas de l'échelle, faible densité massique et faible densité volumique. Et donc, tous les enjeux, c'est en effet de pouvoir traiter ces problèmes-là. Mais là, il y a des contraintes objectives. Bon, en même temps, il y a des progrès, et évidemment, c'est ce qui explique mon optimisme, et des progrès à venir aussi. Et ici, je montre qu'il y a eu des progrès dans les batteries électriques. Aujourd'hui, on est dans le monde des batteries lithium-ion, sur lesquelles mon collègue Jean-Marie Tarascon, je ne sais pas s'il est là, travaille ici au Collège de France et a eu des magnifiques contributions. Et évidemment, il faut citer l'annonce du prix Nobel de chimie hier, qui porte justement sur la découverte et le développement de ces batteries à ion lithium. Mais on est encore très loin du compte, hein. Vous l'avez vu, on est tout en bas de l'échelle, et donc là aussi, on ne peut pas dire que l'histoire est terminée et que c'est la fin, que ça suffit et qu'on peut trouver tous les systèmes de stockage possibles. Il faut aller encore plus loin, sinon on n'y arrivera pas. Donc il faut augmenter la densité d'énergie, il faut trouver de nouveaux matériaux, il faut passer de ces batteries à ion lithium à des batteries qu'on appelle tout solides. Bien sûr, il faut augmenter aussi les compatibilités des batteries. Il y a de magnifiques projets sur ce qu'on appelle des électrodes biosourcées, c'est-à-dire à partir des matériaux qui viennent du vivant, enfin de l'environnement. Les batteries à ion sodium, il faut développer des batteries intelligentes. J'ai entendu Jean-Marie parler de tous ces problèmes de surveillance des batteries, d'auto-réparation des batteries, etc. Et puis, j'y reviendrai, il y a la question de la récupération et du recyclage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une batterie électrique de voiture, mais quand on aura beaucoup de voitures avec des batteries électriques en fin de vie, il faudra les mettre quelque part, il faudra les gérer. Ça aura un impact sur l'environnement considérable. Et puis, c'est rempli de métaux. Tous ne sont pas hyper abondants et il faudra aussi mettre en place des technologies de recyclage et de récupération. L'hydrogène, je vais très vite, vous avez entendu ce matin Régis Réau. Le cycle parfait pour l'hydrogène, c'est d'une part de prendre de l'eau et de l'électrolyser. Alors évidemment, il faut une source électrique décarbonée, hein, c'est toujours la même question. En amont, c'est toujours la question de la source d'énergie. Tout le monde a fait ça, je ne sais pas, en seconde, première, terminale, voir des bulles qui s'échappent quand on met de l'électricité sur un système qui contient de l'eau. D'un côté, il y a de l'oxygène, mais surtout de l'autre côté, il y a de l'hydrogène. Et en fait, l'énergie électrique qui a été mise dedans, si elle vient d'un panneau photovoltaïque, c'est de l'énergie solaire, produit un carburant qui est l'hydrogène. Et puis cet hydrogène, on peut le garder, le stocker, et puis le réutiliser dans un deuxième temps, dans une pile à combustible, où là, c'est la réaction inverse. On brûle l'hydrogène avec de l'oxygène et on produit de l'électricité. Mais bon, voilà, on n'est pas non plus au bout du compte. Il faut continuer à travailler. Il faut diminuer le coût. Vous voyez, ceci existe. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une révolution qu'on a à faire là, dans ce cas-là. Il y a des dispositifs qui existent. Le problème, c'est qu'ils s'ils ne sont pas sur le marché, si on n'en a pas tous dans nos voitures, dans nos maisons, c'est parce que c'est encore trop cher, pas assez efficace, etc. Donc, il faut travailler et donc, il faut trouver de nouveaux matériaux, de nouvelles membranes, des nouveaux catalyseurs, oui, parce que ces réactions-là qui se font de décomposition de l'eau ou de réaction de l'hydrogène avec l'oxygène sont des réactions qui ne sont pas très efficaces, il faut des catalyseurs. Et aujourd'hui, par exemple, on fait ça avec des métaux non nobles, platine, iridium, et il faut les remplacer par des métaux plus abondants, non nobles.
je l'ai dit, il faut trouver des technologies de transport et de stockage de l'hydrogène lui-même. Là, j'utilise le mot stockage comme stockage pratique, pas stockage énergétique. Il faut mettre l'hydrogène sous une forme ou sous une autre qu'on puisse mettre dans un coin pour être réutilisé. Et là aussi, il faut inventer de nouveaux matériaux. Il y a le problème de la sécurité. Et en effet, on voit bien que dans les voitures, on mettra des réservoirs qui seront avec de l'hydrogène, soit liquéfié, soit sous pression. Et donc, il faut aussi là, inventer des matériaux pour des réservoirs légers et plus résistants. Quelques mots sur les biocarburants. Vous avez vu, j'ai parlé de stockage électrochimique, de stockage chimique, l'hydrogène, et maintenant je voudrais parler du stockage naturel. Et voilà, on l'a déjà un peu évoqué, mais la nature, les organismes photosynthétiques, c'est-à-dire les plantes, les microalgues, les cyanobactéries, voilà, sont des organismes absolument fantastiques qui ont cette capacité d'utiliser, de capter et d'utiliser l'énergie solaire pour transformer le CO2 et l'eau, voilà, c'est les deux seuls substrats de la réaction, en des milliers de molécules qui constituent la biomasse, et ces molécules sont riches de l'énergie solaire qu'elles ont intégrée. Et donc la question s'est posée tout de suite de dire, eh bien, pourquoi ne pas utiliser ces molécules-là comme carburant? Et donc c'est la notion de biocarburant. Alors, je ne parle pas des biocarburants de première génération qui sont soumis à des critiques sévères, et en particulier parce que à partir de betteraves, canne à sucre, maïs, colza, tournesol, etc., vous comprenez bien qu'on utilise des plantes qui servent à l'alimentation de l'humanité et qu'il ne vaudrait mieux pas les utiliser pour faire autre chose. Par contre, les carburants de deuxième génération, ce sont voilà, des résidus agricoles et forestiers, ce sont des cultures de plantes dédiées justement et qui sont non comestibles, dédiés à la production de biocarburants. Et ces ressources-là peuvent être transformées par chimie ou par biologie en molécules de type hydrocarbures, éthanol, qui peuvent être utilisées ensuite comme carburant. Ce n'est pas simple. Pourquoi? Même si ces plantes sont très riches en énergie, elles sont riches en énergie parce qu'elles contiennent des sucres, mais qui sont très difficilement accessibles. En fait, les parois cellulaires de ces plantes sont faites de polymères. Vous voyez que vous avez déjà entendu parler de ça, de cellulose, d'hémicellulose, de lignine, très riches en énergie, très riches par exemple en glucose, mais très rigides, très résistantes au traitement. Et donc la recherche aujourd'hui et l'innovation, elles portent sur des nouveaux procédés chimiques, enzymatiques, biologiques, pour la déconstruction, l'hydrolyse de ces polymères, de ces matériaux cellulosiques, pour donner les sucres purs qui ensuite sont transformés en éthanol, par exemple. Biocarburants de troisième génération, là aussi, une certaine fascination des chercheurs pour ces objets vivants que sont les microalgues, aussi appelées microalgues lipidiques, qui ont cette capacité formidable, lorsqu'elles poussent, d'excréter de l'huile. C'est ce qu'on peut voir dans cette figure. Ici, vous voyez, en rouge, c'est une microalgue, et en vert, ce sont des bulles, des gouttes d'huile excrétées. Donc, c'est assez pratique parce que c'est assez facilement récupérable. Et ces huiles-là, ce sont des lipides qui, évidemment, sont très riches en énergie, à nouveau, de l'énergie solaire qui a été utilisée pendant la photosynthèse de ces molécules et qui peuvent être utilisées ensuite enfin, c'est ce qu'on appelle des biodiesels ou d'autres hydrocarbures. Voilà, là aussi, il y a eu beaucoup d'engouement, c'est un peu en dents de scie, on s'excite, on se désespère et puis on repart, etc. Pourquoi? Parce qu'il reste encore à développer de la recherche et de l'innovation, notamment, ce qui est très important, c'est d'améliorer le rendement photosynthétique de ces organismes, et ça passe par la découverte de nouvelles souches, c'est-à-dire l'analyse de la biodiversité, et puis aussi de nouveaux photobioréacteurs. Voici le type de ferme de microalgues qu'on peut anticiper dans l'avenir un peu partout. J'en ai fini avec le stockage. Quelques mots, c'est juste un peu une liste à la Prévert, parce que je n'ai pas de spécialité particulière sur ces questions-là, mais évidemment, je l'ai dit, décarboner l'habitat, décarboner les transports. Bon, vous savez
différents plans de remise à niveau de la thermique des habitants anciens. C'est un vrai problème, ça demande beaucoup d'argent, à la fois pour l'État et puis aussi par les propriétaires de ces habitations. Mais disons que de plus en plus, les nouvelles constructions tiennent compte de cette nécessité de décarboner l'habitat. Mais ça passe là aussi par des recherches et de l'innovation dans des nouveaux matériaux de structure, des nouveaux matériaux isolants, des nouveaux matériaux intelligents. Aujourd'hui, on voit aussi des choses aussi simples que des nouveaux, enfin aussi simples, aussi difficiles que des nouveaux procédés de production du ciment, de l'acier. Et du côté des transports, eh bien, vous l'avez compris, il faut alléger les véhicules. C'est des nouveaux matériaux, composites, polymères, plastiques. J'ai parlé des biocarburants. Et comme on le voit ici, les perspectives pour 2040, c'est à peu près 30-35% des nouveaux véhicules vendus qui seront électriques. Ça se fera ou ça ne se fera pas, mais c'est la perspective qu'on se fixe. Là, à nouveau, ça passe par l'utilisation de batteries ou de piles à hydrogène pour alimenter ces véhicules. Mais là aussi, ce n'est pas si simple. On a entendu parler de cycle de vie tout à l'heure par Régis Réau. Et là aussi, il faut se poser la question parce qu'il n'est pas sûr que toutes les conditions soient toujours réunies pour que le passage aux véhicules électriques se traduise par effectivement des gros impacts sur les émissions de gaz à effet de serre. Tout dépend là aussi de quelle électricité on utilise pour alimenter ces véhicules électriques. Et puis la question de l'environnement, cet accroissement du nombre de batteries va conduire à extraire de plus en plus de métaux, par exemple, à la surface de la Terre. Et, je l'ai dit, la gestion des batteries de fin de vie. Et pour illustrer ça, et avant de finir, oui, je suis convaincu que le XXIe siècle, qui est déjà un peu avancé, sera un siècle de recyclage, de récupération et de recyclage. Parce que, à nouveau, vu les quantités dont j'ai parlé et vu les besoins que ça va induire en termes d'éléments, eh bien, il faudra sûrement faire attention non seulement à choisir les éléments les plus abondants, mais aussi à développer des technologies nouvelles, parce qu'elles n'existent pas. Ce n'est pas si simple, par exemple, de récupérer, de recycler du cobalt, du nickel et du manganèse à partir de batteries de fin de vie. Et comme vous le voyez ici, il y aura une augmentation presque exponentielle de l'utilisation du nickel, du cobalt, du lithium dans les années à venir. Les éoliennes, c'est pareil. Et il n'y a pas qu'elles. Il y a aussi d'autres dispositifs liés aux nouvelles technologies de l'énergie qui vont utiliser notamment un certain nombre de terres rares qui ne sont pas si abondantes. Et là aussi, il faudra développer des technologies qui n'existent pas aujourd'hui de recyclage de ces métaux. Voilà, donc je le redis, utiliser les éléments les plus abondants. On ne l'a pas toujours fait. La chimie, par exemple, a beaucoup travaillé avec l'iridium, le rhodium, le ruthénium. Et maintenant, il faut réinventer, et c'est ce que font les chimies. Quand on parle de chimie verte, par exemple, aujourd'hui dans l'industrie, c'est par exemple reprendre tous les procédés chimiques de synthèse qui sont catalysés par des métaux nobles et trouver des nouvelles réactions à partir de métaux non nobles, fer, nickel, manganèse, etc. Dernier point. Je termine là-dessus pour dire un petit mot de ce que l'on fait dans mon laboratoire. Vous voyez, ça c'est... Bon, ça permet de rappeler que le CO2 n'est pas qu'une molécule horrible. Elle a toujours été là. Hein. C'est une molécule essentielle à la vie. Elle fait partie de ce magnifique cycle qui relie d'une certaine façon les êtres vivants, plantes et hommes, à travers la photosynthèse d'une part, qui transforme le CO2 en cette matière organique, et la respiration qui consomme cette matière organique et redonne le CO2 à l'atmosphère. Alors ce cycle, on l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est Régis aussi, Réau, il est parfaitement bien équilibré jusqu'à ce que, évidemment, il soit déstabilisé par l'arrivée de la consommation des hydrocarbures fossiles. Alors, Régis a dit, eh bien, ce qu'on pourrait faire, c'est de capturer ce CO2 et d'aller l'enfouir dans les entrailles de la Terre. Bon, moi j'ai une autre vision.
Mais effectivement, c'est de le capturer. Mais la question que je pose, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas en faire quelque chose, et notamment à travers des processus nouveaux qu'on appelle de photosynthèse artificielle, de faire quelque chose comme la nature, c'est-à-dire de récupérer ce CO2 et de le transformer, il faut le capturer, on l'appelle aussi le valoriser, le transformer en molécules organiques, carbonées, qui pourront être utiles pour l'industrie chimique et pour nos sociétés. Pas uniquement de refaire des hydrocarbures. Je suis souvent attaqué sur le fait qu'en proposant cela, je propose de remettre des hydrocarbures dans le système, mais sauf que ce sont des hydrocarbures qui viennent du CO2, de la même façon que les biocarburants reproduisent quand même du CO2 qui est recyclé. Et donc c'est une question de cycle. Voilà, et ça c'est quelque chose de très important, et je voudrais terminer sur ce message, c'est que on dit qu'il faut décarboner la planète, mais ça n'a aucun sens. Ce n'est pas la planète qu'il faut décarboner, parce que la planète est remplie de carbone. Vous êtes assis sur du carbone, le bois c'est du carbone, vous-même vous êtes du carbone. Voilà, les plantes, notre environnement c'est du carbone. Donc surtout ne décarbonons pas la planète. Ce qu'il faut décarboner, c'est l'énergie. Et la question qui se pose, par exemple, c'est pour l'industrie chimique, par exemple. Aujourd'hui, on a à peu près, je ne sais pas, quelque chose comme 100 000 produits chimiques fournis par l'industrie chimique. En gros, ces 100 000 produits ils viennent de 3 ou 4 sources, le pétrole, le gaz, la biomasse, le charbon. Et la question qu'on peut se poser, c'est quand il n'y aura plus de... quand on arrêtera d'utiliser le pétrole, le gaz, le charbon, il restera quoi? Le monde sera toujours carboné, on aura toujours besoin de carbone, on aura besoin de polymères, on aura besoin de médicaments, et tout ça c'est du carbone. Et il y aura la biomasse, bien sûr, j'en ai parlé, et puis peut-être le CO2. Et donc, voilà, ce qu'on fait au laboratoire, c'est ma dernière diapositive. Ce qu'on fait au laboratoire, c'est justement ça, à travers une recherche qui est à la fois fondamentale et à la fois technologique. Pourquoi technologique? Parce que nous travaillons ici, notamment à travers des collaborations avec une start-up qui est issue du laboratoire de Jean-Marie, à la mise au point d'électrolyseurs particuliers qu'on couple à des panneaux photovoltaïques. Et grâce à un métal un peu particulier qu'est le cuivre, c'est un métal génial, c'est le seul d'ailleurs qui sait faire ça, et vous voyez, en mettant au point des catalyseurs dendritiques, vous voyez, on dirait des feuilles, c'est très bio-inspiré. Pour eux, on a des matériaux qui sont capables de transformer le CO2 en des molécules très très intéressantes, et ainsi on ferme le cycle, c'est-à-dire qu'après avoir consommé, brûlé, transformé des molécules de notre environnement en CO2, on peut espérer les refaire venir sous forme carbonée utile. Et là, je cite deux articles du laboratoire, et je termine là-dessus, 2 articles du laboratoire de cette année, vous voyez, 2019, où on a été capable, grâce à cette stratégie, de transformer le CO2 en éthylène et, d'autre part, avec un autre catalyseur à base de cuivre, en éthanol. Alors ça peut vous paraître pas très intéressant, mais d'abord sur le plan fondamental, c'est un défi absolument incroyable de réussir une réaction à 2 plus 12 plus 12 à 26 acteurs pour donner une molécule. Et d'autre part, ces 2 molécules-là sont d'un intérêt majeur. L'éthylène, c'est le composé chimique le plus produit à l'échelle de la planète aujourd'hui. C'est 220 millions de tonnes parce que c'est un précurseur de polymères, le polyéthylène bien sûr, mais tout un tas d'autres polymères. Et l'éthanol, c'est évidemment un produit qui sert à des tas de choses dans l'industrie, pas uniquement pour faire de la vodka, mais tout un tas d'autres choses. Voilà. Et je finis là-dessus. Vous voyez ce fameux graphe. L'éthylène, il est un peu comme l'hydrogène. Mais il a tellement d'applications industrielles, il a une densité massique très bonne, faible, c'est un gaz. Par contre, l'éthanol est très intéressant en termes de stockage. Vous voyez, il est assez loin de nos hydrocarbures préférés, mais c'est un des tout meilleurs en termes de capacité de stockage massique et volumique. Et voilà, je termine. Voilà, en 70 000 ans, Homo sapiens est passé de à peu près quelques milliers à 7,5 milliards d'habitants. Et il a pu le faire justement grâce à sa capacité de récupérer l'énergie.
de son environnement, plantes pour sa nourriture, animaux pour le travail et plus récemment fossiles pour l'énergie, carburants fossiles. Malheureusement, ça s'est fait au prix fort. Pollution de l'air, de l'eau, de la terre, perte de biodiversité, augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Et donc l'histoire de l'humanité, c'est au fond une histoire parallèle, à la fois histoire d'innovation pour fournir à chacun une énergie abondante et bon marché, mais aussi une histoire d'épuisement continu des ressources terrestres. Malheureusement, la loi de la conservation de l'énergie, le second principe de la thermodynamique, les limites objectives des ressources de la planète rendent inéluctable, je pèse mes mots, la logique d'épuisement pour les 30 prochaines années qui verront 2,5 milliards d'habitants supplémentaires. Voilà, donc pour contrer cette logique, je ne vois pas moi-même d'autres options que la logique d'innovation pour accroître l'efficacité énergétique de nos modes de production et de consommation et pour minimiser les effets de notre croissance sur notre environnement. Merci.